Il y a tant de magie à vivre dans le Grand Est. La région Grand Est présente Sud Radio, la France à découvrir. Christophe Gicquel. Ah, chers amis de Sud Radio, pour évoquer les incroyables attraits touristiques de la région Grand Est, je pourrais bien sûr me livrer à une simple démonstration énumératoire, car quel territoire de France regroupe ainsi 5 destinations aussi fortes en identité et en singularité que la Champagne, la Lorraine, l'Alsace, les Ardennes et les Vosges. 5 destinations touristiques déjà balèzes, qui comprennent, rappelons-le, une douzaine de cités de caractère, 5 métropoles majeures riches en histoire et patrimoine, que sont Nancy, Metz, Mulhouse, Reims, Strasbourg, 6 parcs naturels régionaux, 25 réserves naturelles. Oui, parce qu'en plus d'être la terre de la choucroute, du champagne, de la ligne Maginot et du tourisme de mémoire, du thermalisme aussi, du savoir-faire artisanal d'excellence, de la Marseillaise, du Père Noël, la région Grand Est se distingue par sa verdure et sa ruralité. 80% de son territoire, c'est de la forêt ou des terres agricoles. C'est la région du tourisme vert par excellence, prisée des familles, des sportifs, des couples qui s'aiment ou qui s'aiment pas, des randonneurs, des camping-caristes et des motards. Autant dire tout le monde. D'ailleurs, on dit le Grand Est comme si on parlait d'une région lointaine. En fait, le Grand Est commence à 100 km de Paris, à Nogent-sur-Seine, pour filer au milieu des coteaux champenois, ou vers la route des vins d'Alsace, ou celle de la crête des Vosges, c'est comme on veut. De toute façon, la terre est vaste et les habitants sont souvent des épicuriens qui ont l'hospitalité chevillée au corps. C'est d'ailleurs ce que nous allons découvrir en nous immergeant ensemble, sans plus attendre, dans le territoire du Grand Est et ses 10 000 événements à venir et ses 150 marchés de Noël. Ouf! Sud Radio, la France à découvrir. Christophe Gicquel. Et pour parler du Grand Est, nous avons invité Valérie Debord, qui est la première vice-présidente de la région Grand Est. Bonjour Valérie. Bonjour. Tout ce que j'ai dit est vrai? C'est vrai. C'est un grand territoire énorme. On n'aime pas parler de Saint-Nicolas? On va en parler, Saint-Nicolas, parce que ça, Saint-Nicolas, c'est très important. Alors on dit 9 ou 10 départements? Alors c'est 9 départements administratifs, mais 10 préfets. D'accord, oui, c'est assez simple. Et le 10e préfet, il fait quoi lui? Ah ben il fait travaille comme l'autre. Et il bosse. Henri Lemoine, vous êtes avec nous aussi. Vous êtes le président de l'Agence régionale du tourisme. Bonjour Henri. Bonjour. Donc vous allez nous parler, vous, de tout ce qu'on peut voir et faire dans la région Grand Est. Il y en a un paquet de choses. Hein. J'ai dit 10 000 événements, 150 marchés de Noël, c'est bien vrai? C'est tout à fait ça, oui. Alexandra Dumont, vous êtes avec nous. Vous êtes la directrice générale de Le Bronze Alloys dans le 51 à Suippes. Et vous allez nous parler de cette transition énergétique parce que le Grand Est fait aussi ce pari-là pour les entreprises et pour tout le monde. C'est bien. Oui, c'est aussi un territoire d'industrie. Bonjour à tous. Absolument. Territoire d'industrie. On commence par quoi, Valérie Debord? Est-ce qu'on parle de la magie de Noël en Grand Est, des exemples de festivités? Je pense que c'est bien. D'actualité. Ah on est en plein dedans. Les habits de lumière à Épernay, c'est le 8 et 9, 10 décembre 2023, mais il y en a d'autres. Alors c'est ça, il y a les habits de lumière qui vont commencer le 8 et 9. On a les fêtes de la Saint-Nicolas à Nancy qui ont commencé avant-hier. Alors je sais que vous êtes Lorraine, on me l'a dit. Je suis même nancéenne. Nancéenne, donc vous connaissez ça par cœur. Voilà, qu'est-ce qui se passe à la fête de Saint-Nicolas? Alors la fête de Saint-Nicolas, c'est plusieurs marchés de Noël, et puis c'est toute la magie des enfants, puisque la fête de Saint-Nicolas, c'est la fête des enfants, qui rayonne tout autour, mais pas que seulement de Nancy, de Metz aussi, de Saint-Nicolas de Port, là où il y a la basilique et où tous les ans il y a une procession assez magique également qui est organisée. Et puis il y a un énorme défilé à Metz et à Nancy, et puis dans plein d'autres communes de la Lorraine qui permettent d'avoir des bonbons, qui permettent d'avoir des sourires, qui permettent surtout aux enfants de rêver. Somme toute, on a un peu besoin. Et qu'est-ce qui fait, selon vous, que dans cette région Grand Est que vous défendez, que vous aimez particulièrement, la magie de Noël est une teneur, une couleur un peu particulière? C'est le froid, c'est les gens, c'est tout, Déjà, on a beaucoup de forêts. Oui, ça c'est vrai. Donc on a des beaux sapins. On est aussi un territoire artisanal. Et en fait, pour les arts de la table, pour décorer, c'est extrêmement important. Donc il y a une longue tradition par rapport à ça. C'est vrai que les hivers étaient peut-être un peu plus longs qu'ils ne le sont aujourd'hui, et il fallait des moments de lumière. Et ces moments de lumière, c'était les moments festifs de Noël, de la Chandeleur, qui permettaient de se réunir. Parce que quand l'hiver est long, il faut avoir ces moments-là. Et on a continué la tradition, on l'a magnifiée. On souhaite aujourd'hui qu'elle soit très ancrée de façon locale, avec des artisans, avec des produits locaux. On a également évidemment les magnifiques marchés de Colmar, de Kaysersberg, de Ribeauvillé. On a Strasbourg qui est en ligne de mire, qui est un phare par rapport à cela. Et on a bien évidemment, comme chaque année, la boule de Meisenthal,
Alors, racontez-nous ce que c'est que cette boule de Meisenthal. D'abord, Meisenthal, c'est où? Alors, Meisenthal, c'est en Moselle, c'est à la frontière entre la Moselle et le Bas-Rhin. Oui, parce qu'il y a 4 frontières en région Grand Est. Alors, on a effectivement, on est transfrontalier, comme on dit. On a des frontières avec nos amis suisses, avec nos amis allemands, avec nos amis luxembourgeois et avec nos amis belges. On est la seule région qui avons bien mieux que la mer, qui avons des territoires transfrontaliers. Et Meisenthal, en fait, c'est une manufacture d'artisanat verrier qui a fermé au milieu du siècle précédent et qui a rouvert il y a une trentaine d'années et qui a renoué avec une vieille tradition qui était la tradition en fait de créer chaque année une boule en verre pour vos arbres de Noël. Alors c'est éco-responsable parce que plutôt que d'acheter des boules qui viennent de très très loin, qui sont très moches et que vous jetez même pas au bout de 2 ans, bien cela on la réutilise toute la vie. Vous allez garder, que vous allez transmettre à vos enfants, vos petits-enfants. C'est pas des prix excessifs, donc c'est accessible. Une boule de Meisenthal, c'est autour de 25 €, donc c'est accessible de façon assez concrète. Ça se décline en plusieurs couleurs et chaque année, c'est l'occasion de mettre un designer aussi à l'honneur. Donc là, cette année, c'est Jean-Simon Roch qui a créé Stella, puisque la boule de Meisenthal s'appelle Stella cette année. Voilà, tout à fait. Elle tourne sur elle-même, elle est un petit peu une toupie. Et avec le président Franck Leroy, on a lancé en fait les festivités de Noël en lançant la nouvelle boule de Meisenthal. D'accord. Henri Lemoine, président de l'Agence régionale de tourisme, 9 départements. On avait dit en préparant cette émission, vous m'avez dit en préparant cette émission, il n'y a pas la mer, il n'y a pas la montagne, mais c'est pas grave, on a tout aussi bien. Qu'est-ce que vous avez de tout aussi bien que pas la mer et pas la montagne dans cette région Grand Est? On a énormément de choses, on a une grande diversité. Alors on a quand même un peu la montagne, il faut reconnaître le Jura, les Vosges, les Ardennes. C'est de la montagne, c'est de la montagne relativement basse, ce sont les vieux massifs, mais nous avons énormément de choses qui sont complémentaires. Et en fait, quand on vient dans le Grand Est, on peut se dire, eh bien, je ne vais pas avoir une mono-activité pendant le séjour que je vais passer dans le Grand Est, mais je vais avoir plusieurs activités. Et on peut faire énormément de choses dans le Grand Est. On a des destinations thématiques, on a l'œnologie, bien sûr, avec des territoires viticoles importants, avec bien sûr la Champagne, avec l'Alsace, mais également avec les coteaux lorrains. On peut faire énormément de tourisme vert, on a beaucoup de lacs. On a beaucoup d'étendues d'eau, on a les grands, le lac de la Forêt d'Orient, on a le lac du Der, on a le lac de Madine, on a dans les Vosges Gérardmer, le lac Blanc, toute la série des lacs, et puis on en a également en Moselle et en Alsace, avec l'étang du Stock, le Condrexange, l'étang de l'Indre, et dans ces étangs-là, on peut à la fois se baigner, faire des sports doux sur l'eau, on peut également aller à la pêche, on peut voir des espèces naturelles sensationnelles. Donc le tourisme vert a toute sa place. Et puis on peut également faire ce qu'on appelle aujourd'hui du slow tourisme, c'est-à-dire qu'on a un réseau de voies vertes qui devient de plus en plus dense, de plus en plus important, et on peut faire beaucoup de balades en vélo dans notre territoire. Bien sûr, il y a tout le tourisme industriel également. Tourisme de mémoire aussi, on va en parler. Le tourisme de mémoire avec Verdun, avec les champs de bataille, y compris le saillant de Saint-Miel, bien sûr la Marne, et puis bien sûr les ouvrages du pays de Beach avec le Simpsonhof, etc. Un certain nombre d'ouvrages. Alors pour nos auditeurs, rappelez-nous, le pays de Beach, c'est où dans le Grand Est? Le pays de Beach, c'est tout en haut, c'est tout à l'est. C'est une enclave en Allemagne, et donc on est tout près de la frontière allemande, et c'est là qu'ont été construits les principaux ouvrages de la ligne Maginot à l'époque. Ouais. Et il y a une forteresse à Beach qui est assez sublime d'ailleurs. Il reste une forteresse remarquable. Ah ouais, dans un creux de vallée, là, remarquable. On peut dire que quand on veut s'intéresser au tourisme et à l'attractivité du Grand Est, qu'on a un tel choix, une telle palette, qu'on peut faire des packages, en fait, selon qu'on est en solo, en famille. Si, par exemple, je suis en famille, là, à Noël, ou si je suis en amoureux, par exemple, je vais à Épernay, l'avenue de Champagne est toujours aussi belle. Ah oui. Racontez-nous cette vision que vous avez dans les yeux et que peut-être les gens ne connaissent pas bien. Épernay, c'est où et qu'est-ce qu'il y a c'est quoi cette avenue de Champagne? Alors Épernay, c'est une des capitales du Champagne, bien sûr. La boisson, Oui.
La boisson, c'est l'avenue où se sont historiquement regroupées toutes les grandes entreprises de Champagne. Et pour ces festivités de Noël, cette rue est parée de ses plus beaux ornements. Et il y a une magie de lumière. Et puis il y a cette visite des grandes adresses de vin de Champagne qui est remarquable. C'est vraiment quelque chose à faire. Ça pétille. Ça pétille, on peut bien sûr déguster, et il y a également des animations pour les enfants, pour les plus jeunes générations, qui n'ont peut-être pas forcément le droit de déguster déjà. Les habits de lumière à Épernay, c'est les 8, 9 et 10 décembre. On rappelle les fêtes de la Saint-Nicolas à Nancy, c'est du 24 novembre jusqu'au 7 janvier. Hein. Ça va jusqu'au 7 Ça va jusqu'au 7 janvier, depuis vendredi dernier jusqu'au 7 janvier. Metz, c'est pendant toute la durée des fêtes. Et puis les différents marchés, en général, c'est jusqu'au 24 décembre au soir. Très bien. On va continuer à parler de la région Grand Est qui joue quand même 5 millions d'habitants. 5,5 millions d'habitants, 57 000 km². 5 000 communes. Oui, un peu plus de 5000 communes, avec une densité différente entre l'Alsace et la Champagne-Ardenne et la Lorraine. Mais des gens qui n'ont qu'une envie, c'est que vous veniez leur rendre visite. Absolument. Vous êtes les champions du monde des marchés de Noël. Exactement. Et pas seulement, on va en savoir plus en continuant cette émission dans un instant. On marque une pause, à tout de suite. Il y a tant de magie à vivre dans le Grand Est. La région Grand Est présente Sud Radio, la France à découvrir. Christophe Gicquel. Et nous faisons la connaissance, nous découvrons la région Grand Est, 5000 communes, une région qui fait preuve d'une exceptionnelle diversité de sites, de paysages remarquables, un riche patrimoine artistique, historique, gastronomique. Et pour en parler, nous sommes avec Valérie Debord, première vice-présidente de la région Grand Est, qui l'aime sa région Grand Est, presque plus que sa Lorraine natale, c'est vrai, hein? Ah, c'est dur ça. Si, non, mais l'un n'empêche pas l'autre. Mon territoire natal, de toute façon, non, c'est la Champagne-Ardenne. Je suis née à Chaumont, en Haute-Marne. Donc c'est très œcuménique. Et puis, quand vous allez en Alsace, vous allez à la cathédrale, vous mangez une flamencuche, vous buvez une bière, et puis c'est le bonheur. Et nous sommes aussi avec Henri Lemoine pour partager ce bonheur, président de l'Agence régionale du tourisme, et Alexandra Dumont qui interviendra tout à l'heure parce que c'est une chef d'entreprise. Elle est directrice générale de Leblonz Alloys à Suippes, et elle nous racontera comment son entreprise, elle suit la trajectoire de la région, de la transition écologique. Auparavant, on va continuer à parler de cette attractivité dans le Grand Est. Les boules de Noël à Mazental, le Sentier des Lanternes à Metz, c'est quoi ? Alors, le Sentier des Lanternes, ce sont plusieurs installations lumineuses. Tout est lumineux chez vous. Bah oui, forcément. C'est Noël. Parce que Noël, d'abord parce que nous sommes brillants, la lumière. Et en plus, c'est Noël. Voilà. Alors, les lumières sont éco-responsables puisqu'on a beaucoup travaillé sur les LED. Donc ça, c'est extrêmement important. On n'est pas en train de dépenser bêtement notre capital et c'est aussi une démarche qui est très importante pour nous. Mais en fait, c'est plein de petits endroits dans Metz, dans la centre-ville de Metz, autour notamment de la cathédrale Saint-Étienne qui est absolument somptueuse, qui vous permettent en fait de tourner dans Metz et puis d'avoir cette vision. Ça vous amène y compris au niveau de l'hôtel de région de la région Grand Est à Metz, et c'est un très 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 bel endroit, et vous pouvez aller boire un vin chaud sur la place principale de Metz. Enfin, c'est un très bel endroit. Et est-ce qu'on peut dire, Valérie Debord, que vous invitez les gens à venir découvrir la région, mais pourquoi pas à s'y installer et à faire commerce ou à ouvrir une entreprise? Est-ce que c'est assez facile? Est-ce que la région là-dessus accompagne les reconversions? La région est très accueillante parce qu'on est la seule région de France à être intégralement fibrée. C'est-à-dire que même dans le plus petit village de la région Grand Est, qui s'appelle l'Émilie-Métry, qui a 3 habitants, vous avez la fibre. Il y a la fibre. Ouais. Donc ça veut dire qu'en fait, vous êtes artisan, vous êtes commerçant, vous êtes en capacité de travailler à distance. Eh bien, vous pouvez chez nous faire l'intégralité de vos envois administratifs, de vos diverses nécessités administratives, sans aucune, bien sûr, à haut débit, sans aucune difficulté. Et ça, c'est une attractivité majeure. Aujourd'hui, quand quelqu'un veut s'installer, qu'est-ce qu'il demande à son jeune agent immobilier souvent? C'est est-ce que c'est fibré? Parce qu'on a besoin pour les enfants, parce qu'on a besoin pour le travail, parce qu'on a besoin pour la convivialité. Et c'est évidemment pour nous un facteur d'attractivité majeur qu'on ne cesse de rappeler et qui nous permet de nous démarquer. On a vu après le Covid, notamment en proximité de Paris, vous avez rappelé qu'on n'était pas loin. Metz, c'est 1h30, Nancy aussi en TGV. Reims, c'est 45 minutes de Paris en TGV. On a pas mal de gens qui sont venus s'installer dans la Meuse sur de la résidence secondaire et pas
que, parce qu'il y a de la qualité de vie, c'est beaucoup moins cher. Tout est moins cher, mais la qualité de vie est plus importante. Il paraît même que les restaurants étoilés sont moins chers qu'à Paris, me disait-on. Ils sont moins chers et j'irais jusqu'à dire qu'ils sont, meilleurs. Mieux. Je n'irais pas dire meilleurs. Il y en a combien? Il y a 51 restaurants étoilés dans toute la région Grand Est. Sur toute la région. Donc évidemment, ça c'est une source d'attractivité extrêmement importante, qui sont aussi souvent corrélés avec des spas, donc des lieux où vous pouvez séjourner de façon extrêmement agréable. Et au-delà de ça, vous avez plein de petites Windstube, plein de petits restaurants. Le Windstube, rappelez-nous ce que c'est. Une Windstube, on n'est pas de la région, nous. C'est un café, c'est tout simplement un café alsacien. Donc c'est là que vous mangez de la Famenkuche, que vous mangez une bonne choucroute, un kassler, donc un jambonneau en fait, et où en général vous sortez de table et vous n'avez plus faim. Et donc c'est une région à forte identité gastronomique. Oui, vous avez les biscuits de Reims à Reims aussi, bien évidemment. Vous avez les macarons de Nancy, les macarons des sœurs Macarons, qui n'ont rien à voir avec ceux de Pierre Hermé ou de la Durée, qui sont des macarons plats, des macarons qui ont été créés par les sœurs Macarons au XVIIIe siècle. Vous avez évidemment la Mirabelle de Lorraine, que vous pouvez utiliser en eau de vie. Bien sûr. En tarte. En fruits. En confiture. Exactement. Et puis. Vous en faites, vous, des confitures, Valérie Debord? Ma mère, elle a fait très bien. Ah oui, vous non. J'ai pas le temps. Ouais, c'est ça le problème. Mais j'aimerais bien. Oui, ça va peut-être venir. Vous allez peut-être vous ménager un peu de temps pour faire de la confiture. Henri Lemoine, président de l'Agence régionale du tourisme. Est-il vrai que la région est connue aussi pour son thermalisme, que c'est vraiment un des fers de lance de la région en attractivité et en tourisme? Bien sûr, il y a d'importants établissements de thermalisme. Lesquels, par exemple? Citez-nous, donnez-nous des exemples. Vous avez dans les Vosges plusieurs établissements. Vous avez Vittel, vous avez Bourbonne-les-Bains et Plombières. Plombières. Et donc, il y a toute une chaîne du thermalisme dans les Vosges. Et puis, vous avez Amnéville en Moselle également, qui est un site important de thermalisme. Et tous ces établissements-là, en général, se sont spécialisés un petit peu dans la remise en forme. Et aujourd'hui, ils ont une capacité d'attirer à la fois des habitants du Grand Est, mais également des curistes, des gens qui viennent d'autres régions. Est-ce que dans le Grand Est, on a pris au sérieux le vélo? Et est-ce qu'on a un plan vélo? Il y a un plan vélo. Le plan vélo a été validé par le Conseil régional lors de son avant-dernière session. Et toutes les collectivités locales, les départements, les communes, les intercommunalités ont développé un plan vélo. Et il y a des grands axes de circulation vélo. Donnez-nous des exemples. Il y a par exemple ce qu'on appelle vulgairement la V50, la voie bleue, qui rejoint les Pays-Bas à Lyon, et qui traverse pratiquement toute la région. Ça, c'est la V50. Il y a aussi la V51, je crois. Il y a la V51, il y a la V52. 52. Et donc, il y a un axe qui est est-ouest, qui n'est pas tout à fait terminé encore, mais régulièrement, on aide, on subventionne des constructions de certains tronçons de cette V52 pour faire à la fois un axe est-ouest et un axe nord-sud, et ça permet de traverser notre région. Et puis les cyclos qui la traversent, ils font 40-50 km par jour, et puis ils s'arrêtent et ils découvrent notre région, et à nous de leur faire connaître les joyaux de ce territoire. Absolument. Valérie Debord, première vice-présidente de la région Grand Est, est-ce que vous songez à renforcer l'offre du train aussi? Oui, train vélo. On y travaille? Train vélo? Train vélo, c'est-à-dire qu'en fait, c'est déjà en place, dans le plan vélo, on finance des haltes qui vont vous permettre, quand vous prenez votre billet de train, d'avoir votre vélo qui vous attend à l'arrivée pour vous emmener sur les derniers kilomètres. Parce que monter dans le TER avec votre vélo, c'est pas forcément évident. Puis une fois qu'il y en a deux, les gens qui sont autour de vous détestent. Donc c'est mieux d'avoir votre vélo qui vous attend à l'arrivée, que vous laissez, qui sera entretenu sans aucune difficulté. Si vous êtes plusieurs, vous venez avec vos enfants, vous louez un vélo cargo. Et ça, c'est vraiment une vraie dynamique extrêmement positive. Y a-t-il des métiers en tension dans la région Grand Est? Est-ce qu'il y a aussi un plan et une considération particulière de la région là-dessus? Alors, on a lancé ce qu'on appelle le Business Act Grand Est, qui a pour objectif de travailler évidemment sur l'ensemble des métiers en tension, qui sont principalement, on est la première
région industrielle de France. En fait, en France, vous avez en gros 16% de la main-d'œuvre qui est dans l'industrie. Chez nous, c'est 21%. Donc on a énormément de besoins en matière industrielle, notamment sur les métiers de chaudronnier, etc. On est candidat à un 4e EPR, donc une grande région nucléaire. Où ça ? Donc au niveau de Nogent. Nogent, donc pas loin de. Ça sera un EPR qui servira à la fois le Grand Est et l'Île-de-France. Donc on va avoir un besoin de 6 à 9 000 emplois rien que pour cet EPR dans le nucléaire, et on en a encore besoin de beaucoup d'autres. Et puis on a besoin de beaucoup de métiers dans la gastronomie aussi, puisque la gastronomie. Les 29 millions de Français qui viennent chaque année chez nous, il faut bien de touristes qui viennent chaque année chez nous, il faut bien pouvoir les servir au mieux. Bien sûr. Et pour ça, c'est un métier de service. Et puis enfin, on a énormément de besoins dans les métiers de l'aide à la personne, du médico-social, avec évidemment des formations de qualité sur les territoires. D'accord. Est-il vrai, Henri Lemoine, président de l'Agence régionale du tourisme, que le site le plus visité dans la région Grand Est, c'est Troyes et son usine et son magasin d'usine, pardon. C'est vrai ? C'est vrai. Alors c'est à la fois un site touristique et en plus on peut en profiter pour visiter Troyes, dont le centre-ville a été remarquablement restauré. Mais c'est vrai que les magasins d'usine de Troyes sont un des principaux pourvoyeurs de personnes qui viennent de l'extérieur de la région. Alors rappelons qu'on y trouve toutes les grandes marques, même les marques prestigieuses, à des prix défiant toute concurrence toute l'année. Bien sûr. Donc c'est les soldes toute l'année à Troyes en fait. Ce sont les soldes de toute l'année et il y a beaucoup de gens, notamment de régions parisiennes, qui viennent à Troyes faire leurs courses. 74 millions de nuitées annuelles dans le Grand Est, 100 000 touristes, c'est ça ? Oui, c'est ça. C'est quand même énorme. Et 100 000 emplois. 100 000 emplois. C'est 29 millions de touristes. 29 millions de touristes, vous l'avez dit tout à l'heure. Et 100 000 emplois, absolument. 100 000 emplois. Et est-ce que le centre Pompidou de Metz connaît encore un gros succès ? Oui. Oui, il y a de très belles il y a eu une très belle exposition Suzanne Valadon qui a eu un succès fou. Vraiment extrêmement important. Et puis c'est un geste architectural absolument sublime quand vous êtes au-dessus, que vous regardez la ville de Metz. C'est vraiment quelque chose de très beau, avec une proximité de la gare qui fait qu'on a énormément de visiteurs qui viennent. Et puis, on n'en a pas parlé, mais il y a aussi Colombey. Mais parlons-en. Colombey, les deux églises. Voilà, Colombey, les deux églises, avec un musée dédié évidemment au général de Gaulle récent, qui retrace toute l'épopée du général de Gaulle, qui est très visité également, et autour duquel le village de Colombey a beaucoup travaillé aussi son accessibilité, sa gastronomie. Vous pouvez y manger, vous y resterez sans aucune difficulté. Vous en parlez souvent de gastronomie. C'est vrai que vous êtes une épicurienne, Valérie Debord. Mais voilà, le verre s'allie très bien avec la gastronomie. Et puis à partir de là, vous pouvez aller rayonner ailleurs, mais c'est aussi évidemment un site mémoriel extrêmement important pour notre pays. Est-il vrai, Valérie Debord, que le Grand Est est la première région de France à décliner la planification écologique ? Et qu'est-ce que ça veut dire ? Tout à fait, la Première ministre l'a indiqué. Nous avons reçu Christophe Béchu avec le président Leroy la semaine dernière pour lancer ce qu'on appelle les COP sur un agenda vert. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en fait, on va décliner l'ensemble de nos politiques publiques avec la volonté de décarbonation. Cette volonté de décarbonation, non seulement elle s'impose à nous, bien évidemment, mais nous, on ne le prend pas comme une imposition, on le pense comme un facteur de développement. C'est-à-dire qu'on fait partie des gens qui considèrent que nous ne sommes pas dans un système de décroissance, mais qu'on doit croître différemment. Et cette croissance différente, elle doit passer finalement par une économie décarbonée. C'est pour ça qu'on accompagne les entreprises dans leur plan de décarbonation. C'est pour ça qu'on fait en sorte aussi de relocaliser les entreprises de façon importante sur notre territoire. La région est une de celles qui a accueilli le plus d'entreprises avec des investissements de plus d'1 milliard d'euros sur l'année dernière, notamment sur l'industrie, y compris décarbonée. Et ça, pour nous, c'est extrêmement important parce que c'est facteur aussi d'attractivité. Absolument. Et on va continuer à en parler de cette attractivité du Grand Est dans un instant avec nos invités et Alexandra Dumont qui nous attend justement pour en parler. À tout de suite. On marque une pause. Il y a tant de magie à vivre dans le Grand Est. La région Grand Est présente
Sud Radio, la France à découvrir, Christophe Gicquel. Et nous découvrons le Grand Est qui commence à 100 km de Paris, à Nogent-sur-Seine, pour aller jusqu'à Strasbourg, par la route des Vins d'Alsace, celle de la Crête des Vosges, les coteaux champenois, et j'en passe et des meilleurs, et en passant par la Lorraine d'ailleurs aussi, parce que c'est important. Et nous sommes avec nos invités, qui sont Valérie Debord, première vice-présidente de la région Grand Est, Henri Lemoine, président de l'Agence régionale du tourisme, et Alexandra Dumont, directrice générale de Lebronze Alloys à Suippes. Justement, Alexandra, c'est à vous de parler. Vous avez entendu tout à l'heure Valérie qui nous parlait de cette décarbonation et de ce plan, cet éco-plan industriel. Comment vous avez fait, vous, pour vous y adapter ? Eh bien, nous, on est effectivement Lebronze Alloys, une entreprise métallurgique avec donc des gros enjeux autour de la décarbonation. Donc, évidemment, on a pris le sujet à bras-le-corps. Ça a commencé par structurer une politique un peu plus large de durabilité. Donc, on a appelé Bronze pour faire tout à fait en lien avec notre nom. Et un de ces piliers, c'est le pilier, donc la lettre N, pour Net Zero Carbon Footprint. Et là, ça vient acter notre volonté, effectivement, d'aller vers une trajectoire bas carbone ambitieuse. Et aujourd'hui, le site de Suippes, qui est effectivement dans la Marne, parce qu'on a plusieurs sites en France et en Europe, est exemplaire dans cette trajectoire bas carbone. Mais voilà, globalement, au niveau du groupe, nous, on est déjà à 50% de réduction de nos émissions directes en 5 ans, et on continue, y compris en étant accompagné par la région et par d'autres acteurs, à continuer de progresser. C'est l'objectif. Donc je rappelle que vous êtes des métallurgistes, hein, vous fabriquez des alliages nickel et cuivre, 200 collaborateurs, 700 au total, vous êtes installé à Suippes. Qu'est-ce que l'atelier Upcycling ? L'atelier Upcycling, c'est le dernier atelier justement qui a été développé au sein de notre usine de Suippes. Là, l'objectif, toujours dans cette recherche un peu de durabilité, c'est en fait d'apporter de la valeur à ce qui était auparavant considéré comme un déchet. Donc on ne jette plus, on recycle. Exactement. Donc aujourd'hui, pour vous donner quelques chiffres, c'était 1500 tonnes de déchets de fonderie, issus de notre processus de fabrication avant qu'on externalisait et qu'on revendait, qui partaient au recyclage, que là, on retravaille directement en interne, et c'est 50% de ces déchets-là qu'on est capable de réenfourner comme de la matière première directement dans nos fonderies. Ça, c'est extrêmement vertueux, y compris dans une vision impact carbone, mais pas que, sur l'ensemble de la chaîne en économie circulaire. Donc vous travaillez une partie de vos déchets comme de la matière première, vous réinjectez dans les... D'accord. Et voilà, ça c'est tout le savoir-faire industriel et la beauté de cet atelier Upcycling qui a été d'ailleurs inauguré par le préfet en 2021. D'accord. Et le développement durable pour vous, ça signifie quoi à l'échelle de votre entreprise ? Parce que vous êtes quand même un grand acteur économique de la Marne. Oui, on est effectivement une des entreprises phares de la Marne. Alors, nous, donc, voilà, on a parlé de la partie trajectoire bas carbone, mais on est aussi, par exemple, sur des thématiques autour de l'eau. Ça, c'est un des gros enjeux. Pour citer un exemple, ça fait maintenant 20 ans qu'on a construit une nouvelle usine à Suippes 2, Suippes, mais qu'on appelle Suippes 2, qui vient se substituer au site historique qui était en centre-ville de Suippes. Et ça, par exemple, ça permet d'économiser 380 000 mètres cubes d'eau par an. Donc, à un moment, on est obligé de en tant qu'industriel, faire des vrais sauts, y compris parfois de changement d'usine et d'implémentation pour aller capter vraiment des vrais progrès. D'accord. Alexandra Dumont, vous qui êtes dans la région de Suippes, qu'est-ce que vous allez faire autour de chez vous quand vous voulez vous balader le dimanche en famille avec des amis ? Du vélo, de la balade, de la randonnée ? Qu'est-ce qu'il y a à voir ? C'est quoi l'incontournable autour de chez vous ? Alors moi, c'est vrai que je vais pas mal reboucler quand même sur le côté épicurien qui a beaucoup été cité aujourd'hui. Ça, on a bien compris que dans le Grand Est, on est plutôt épicurien. Oui, du côté de Reims, vous ne nous en voudrez pas. Non, au contraire. Voilà, évidemment, une petite dégustation de champagne, ça c'est toujours bienvenu. Je conseille aussi la visite de la biscuiterie Sautier. Ça c'est très sympa à faire en famille. C'est où ça ? C'est où vous m'avez dit ? C'est à Reims, c'est la biscuiterie, exactement. C'était les biscuits roses, c'est une petite merveille, très sympa de pouvoir le visiter. Quand même un petit point culture avec cette cathédrale de Reims, c'est absolument extraordinaire, classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, véritable bijou d'architecture gothique, faut quand même le citer. Et puis là aussi on disait, le Palais de Thau. Oui. Et puis, effectivement, on disait sur cette longue liste là de 51, je crois, restaurants étoilés,
J'avoue que j'ai eu la chance de tester celui qui a été élu 2e meilleur restaurant au monde l'année dernière et je ne peux que le recommander. C'est l'Assiette champenoise, si je peux me permettre de le citer. C'est celui où il y a une liste d'attente de 8 mois. Oui, c'est ça. Il faut s'y prendre en avance, mais franchement, c'est exceptionnel. Henri Lemoine, président de l'Agence régionale du tourisme. Est-ce qu'on parle un peu du Center Park, qui est quand même une grosse destination familiale, le Center Park. C'est quand même une belle réussite, celui des Trois Forêts, je crois, il s'appelle. Il s'appelle le Center Park des Trois Forêts. On a la vue sur les plus beaux aspects de la forêt des Vosges. Et 435 hectares de forêt intégrés à la réserve de la biosphère de l'UNESCO. C'est magnifique. Absolument. C'est un peu loin de tout, et pourtant il est extrêmement fréquenté par des populations régionales, mais également par beaucoup de nos voisins, beaucoup de Suisses, beaucoup d'Allemands, et il y a à peu près 5000 personnes tous les jours à Center Park. Oui, il y a 1095 cottages pour une capacité maximale de 5900 lits, et on n'a pas l'impression de se monter sur les pieds. On est vraiment dans un endroit magnifique, aéré, sublime, où on peut prendre un grand bol d'air. Ça, c'est vraiment aussi un des poumons du tourisme dans le Grand Est, le Center Park, on est d'accord ? C'est tout à fait un poumon, c'est un endroit où on peut se détendre, où on peut faire beaucoup d'activités physiques, mais où on peut également découvrir énormément de choses, puisqu'on est tout près de Baccarat. On peut aller visiter, faire du tourisme industriel, visiter la cristallerie Baccarat, on peut aller visiter Sarrebourg, on peut aller faire énormément de choses à partir de ce Center Park. Henri Lemoine, vous qui êtes président de l'Agence régionale du tourisme, vous allez répondre à cette question assez facilement. Qu'est-ce que c'est que la plateforme Explore Grand Est ? Alors, la plateforme Explore Grand Est, c'est une plateforme digitale, puisque aujourd'hui la promotion du tourisme se fait essentiellement par le digital. Les gens ne vont plus chercher une brochure de tourisme. Et c'est une plateforme qui a un peu plus de 2500 offres touristiques. Et c'est là où les touristes potentiels peuvent venir puiser des idées, puis peuvent venir reconstituer leur séjour dans le Grand Est en se disant je vais aller passer quelques jours en Alsace, je vais revenir en passant par la Lorraine et je vais terminer mon séjour en Champagne. Et donc on a énormément d'événements, on a toutes les bonnes tables, on a toutes les bonnes adresses d'hébergement et qui correspondent à tous les styles, que ce soit de l'hôtel étoilé, que ce soit du gîte, que ce soit du camping. Le camping représente à peu près 10% des nuitées dans notre région, les locations aussi. Airbnb et les locations, ça représente près de 40% des séjours, à peu près autant que des hôtels. Et donc, c'est très important pour nous de pouvoir avoir cet outil digital pour informer les clients potentiels et les visiteurs que l'on espère nombreux encore dans le Grand Est. On n'a pas parlé de cette période hivernale qui permet de venir faire du ski dans les Vosges. C'est quelque chose de très important à partir du mois de décembre jusqu'au mois de mars. Il y a des domaines skiables qui sont très bien équipés dans les Vosges. Trois exemples, Henri Lemoine, de domaines skiables qu'on peut aller, on peut aller faire du ski, faire du traîneau à chien, lesquels ? La raquette. Si on a son point de chute en Alsace, on peut aller au Champ du Feu. Oui. Le Champ du Feu qui est les pistes de ski des Alsaciens. Il y a tout le secteur du Honeck et de la Bresse. Le Honeck, c'est la principale station familiale. Il y en a pour tous les âges. Et puis, on a également le Ventron, qui est une belle station sympa. Et puis, tout l'ensemble de Gérardmer, où il y a 21 pistes quand même de ski sur Gérardmer et 40 km de pistes à réaliser autour de Gérardmer. Ça, c'est une station purement familiale, on peut dire. C'est une station familiale, tout à fait. D'accord. Valérie Debord, vous faites du ski ? Vous allez où quand vous allez skier ou faire de la raquette Alors, moi, je fais de la raquette au Ventron et je vais dans les fermes auberges du Ventron. Ah, bah ça, faites-nous rêver. Comment sont les paysages autour du Ventron ? Alors, c'est de la moyenne montagne. C'est de la moyenne montagne, voilà. On est à 1000 mètres d'altitude, c'est beaucoup de forêts. Il y a des lacs également. Et puis, au bout, en général, d'une petite randonnée ou d'une grande randonnée, ça dépend ce que vous avez choisi, vous arrivez toujours sur une ferme auberge. Vous allez pouvoir, dans un espace extrêmement convivial où les gens mangent les uns à côté des autres. Vous n'avez pas votre propre table, donc c'est extrêmement intéressant pour le partage. Pour la discussion, l'échange. Et pour l'échange, etc. Et là, vous allez manger une tarte aux myrtilles. Et puis, vous allez vous laisser aller sur
un bon plat traditionnel, donc c'est plutôt sympathique. On parlait tout à l'heure de ce bien vivre qu'on trouve dans le Grand Est. Est-ce qu'on peut aussi parler du bien apprendre? Qu'est-ce qu'on fait? Que fait la région pour les lycées, par exemple? Est-ce que les lycées, on les met au vert? Parce que c'est la question, ça, du jour. On revient effectivement à tout ce plan vert et les régions sont compétentes sur l'immobilier des lycées. Donc là, on a investi 450 millions d'euros pour rendre nos lycées verts. Ça veut dire quoi, vert? Ça veut dire tout simplement on peut aussi, mais ça veut dire déjà qu'ils sont plus éco-responsables, c'est-à-dire qu'on modifie en fait toute la partie du chauffage pour faire en sorte qu'on soit sur des choses qui soient à la fois décarbonées et qui nous coûtent moins cher. Donc il faut les renforcer d'un point de vue thermique, donc ça c'est évidemment extrêmement important. On peut désimperméabiliser aussi évidemment les sols des cours pour avoir des meilleurs écoulements. On a aussi lancé à destination puisqu'on est sur l'apprentissage, tous les lycéens dans notre région ont, à partir de la classe de seconde, un ordinateur qui leur est remis. C'est souvent le premier ordinateur qui rentre dans les familles et qu'ils conserveront s'ils terminent leurs études et qu'ils vont jusqu'au baccalauréat. On ne leur reprend pas après? Non, on leur laisse. Ça leur permettra de commencer leur première année d'enseignement supérieur ou d'alternance s'ils choisissent cette modalité d'apprentissage. Et puis on vient de lancer quelque chose auquel on croit beaucoup pour permettre aux lycéens d'être sur des choix de formation qui sont vraiment choisis et pas subis. On lance l'internat à 1 €. C'est-à-dire que partout dans le Grand Est, quand vous voudrez aller en internat, parce que la formation que vous choisissez de faire, elle n'est pas en proximité, eh bien votre internat, c'est-à-dire votre nuitée, eh bien ne vous coûtera qu'1 € par mois. Et ça, c'est un de nos grands axes de développement pour permettre à tous les jeunes d'être réellement en choix pédagogique. Très bien. On marque une pause et on continue de découvrir le Grand Est, soit en touriste ou soit pour s'y installer, parce que les offres sont quand même nombreuses. Il y a une grande palette et une grande richesse de propositions. À tout de suite. Il y a tant de magie à vivre dans le Grand Est. La région Grand Est présente Sud Radio, la France à découvrir. Christophe Gicquel. Et entre la vieille ville de Colmar, le château de Königsbourg, le lac de Maxine, la cathédrale de Reims, sa montagne, les belles cités de Troyes et de Metz, on va revenir un petit peu d'ailleurs sur Metz avec vous, Valérie Debord, parce qu'on a oublié de dire qu'il y avait un enjeu important pour la ville de Metz. Quel est-il? Et oui, Metz est candidate pour le plus beau marché de Noël d'Europe. Eh oui. Donc je vous invite tous à aller sur le site Inspire Metz et à voter pour Metz pour qu'effectivement nous ayons ce beau label qui le mérite. Et on est en concurrence avec des pays Europe. Donc voilà, c'est les Espagnols, Italiens, ils feront rien de spécial. Oui, après, on peut être étonné. Voilà, Pologne, on a quand même l'Allemagne. Allemagne, très fort. Les Allemands sont effectivement assez bons là-dessus. Autriche. Mais objectivement, Metz, c'est sublime. Donc il faut voter pour Metz. Allez, on vote pour Metz parce que c'est le plus beau et il sera évidemment le premier. Écoutez, Metz a déjà la plus belle gare de France, puisque les Français avaient choisi Metz comme la plus belle gare de France. On a la plus belle place de France, parce que la place Stanislas est la plus belle place de France. C'est vrai. On doit avoir le plus beau marché d'Europe. Sans compter qu'on a la meilleure gastronomie, les meilleurs champagnes. On est vraiment tout bon en Grand Est. Et le plus beau cristal. Le plus beau cristal. On n'a pas parlé du cristal. Dites-moi. Baccarat, Lalique. Saint-Louis, Lalique. Voilà. Ça, on a parlé des artisanats d'exception, mais ça, c'est du travail remarquable. C'est effectivement de l'artisanat d'art. C'est à la fois une fierté pour notre région, et puis c'est aussi très lié en fait à notre patrimoine forestier, parce qu'en fait, pour faire du patrimoine, du verre, il fallait du bois, parce qu'il fallait alimenter. Donc c'était souvent dans des forêts un petit peu perdues nulle part. Et c'est vrai qu'on a gardé cette tradition, qu'aujourd'hui elle s'est complètement déployée, et que un peu partout dans le monde, vous pouvez voir des shops, des corners, Baccarat, Saint-Louis, et c'est quand même une vraie fierté française. C'est vrai. Henri Lemoine, président de l'Agence régionale du tourisme, voulait aussi ajouter quelque chose, parce que quand on est en famille et qu'on se balade dans le Grand Est, on a plein de parcs d'attractions. Lesquels? On en a énormément, au risque d'en oublier. On peut citer Nigloland, qui est dans le secteur de Troyes et qui est tout près de Paris. On a les parcs d'Amnéville avec un zoo et puis toute une animation tout autour. Et puis on a le parc de Sainte-Croix qui est un parc où on peut aller dormir avec les loups qui sont derrière les vitres et on les entend la nuit. Valérie Debord a une anecdote à ce sujet. Tout à fait. Moi, j'ai dormi avec mon fils qui, à l'époque, devait avoir 7 ans. Et en fait, on était entre les ratons laveurs et les loups.
Et, ils étaient séparés. Oui, ils étaient séparés, mais je vous assure qu'à 2h du matin, quand vous entendez les loups, c'est assez impressionnant. Alors vous êtes bien à l'abri dans votre petit lodge, donc tout va bien. Ils hurlent. Mais ils hurlent réellement. Ah oui. Et surtout, ce qui est très important, c'est que vous avez un parcours pédagogique qui vous explique en fait comment les loups ont été réintroduits dans nos territoires, à quoi ils servent, en quoi le loup n'est absolument pas dangereux pour l'homme, c'est bien l'inverse. Et en quoi en fait notre forêt, elle est arrivée à ce qu'elle est aujourd'hui et quels sont les prédateurs qui existent. Enfin, c'est vraiment un lieu extrêmement intéressant, très pédagogique pour les petits et pour les grands. D'accord, que vous nous conseillez aussi, Henri Lemoine. Tout à fait. Et il y a à peu près 300 000 visiteurs les grandes années sur le site de Sainte-Croix. D'accord. Vraiment, c'est à visiter. D'accord. On parlait tout à l'heure aussi du patrimoine industriel et du patrimoine de mémoire. Verdun, ça fait partie des choses aussi qui sont encore aujourd'hui très demandées, très visitées. Henri Lemoine. Bien sûr, oui. À la fois par des visiteurs français, des enfants ou petits-enfants d'anciens combattants, et également il y a un certain nombre de visiteurs étrangers, des Américains qui reviennent sur les terres de leurs ancêtres, et que ce soit la citadelle, que ce soit le fort de Douaumont, la tranchée des Baïonnettes, tout ça ce sont des sites importants autour de Verdun qui aujourd'hui font encore recette et sur lesquels on trouve également beaucoup de jeunes qui viennent se culturer un petit peu de ce qu'était la Grande Guerre. Il y a la ligne Maginot aussi qui est toujours très visitée. C'était un patrimoine aussi industriel minier, le fond de la mine à Carlin. Il y a le fond de la mine, bien sûr. Il y a le musée de la mine et c'est impressionnant également quand on descend au fond de la mine et que l'on voit... On descend vraiment au fond de la mine ? On peut descendre au fond de la mine à Petite Rosselle et puis il y a également des hauts fourneaux. Il y en a encore des hauts fourneaux. Il y en a encore en service notamment à Pont-à-Mousson, qui est une ville chère à mon cœur. Mais il y a des musées de hauts fourneaux également en Moselle-Est et qui méritent d'être visités également. Alors comme Pont-à-Mousson est cher à votre cœur, qu'est-ce qu'on y fait et qu'est-ce qu'on y voit? Quels sont les incontournables? L'abbaye des Prémontrés. C'est incontournable, c'est l'abbaye des Prémontrés et sa présidente. C'est une ancienne abbaye qui était aujourd'hui un centre culturel de rencontres et de séminaires et un lieu de culture important. Pont-à-Mousson, c'est aussi une ville qui a eu ses heures de gloire du temps de l'université. La première université de Lorraine a été créée à Pont-à-Mousson et il reste un certain nombre de bâtisses, et notamment la place du Roc, qui est la seule place triangulaire et arcade d'Europe. Qui est à Pont-à-Mousson et c'est un site remarquable qui est baigné par la Moselle et où il fait bon vivre. Et comment vous la décririez, Valérie Debord, cette abbaye que vous présidez? Alors, l'abbaye des Prémontrés, c'est en fait une enclave de quiétude au milieu du monde. D'accord. Voilà. Et cette enclave de quiétude, elle doit vous amener à réfléchir, à penser, à innover. On peut y aller faire des séminaires. Des retraites. Non, alors des retraites, non. Séminaires. Des séminaires. Ce n'est plus un endroit confessionnel. D'accord. Par contre, vous pouvez y faire des séminaires. Vous pouvez y dormir aussi, puisqu'on y a installé une hôtellerie. Et c'est un lieu inspirant. Ouais. D'accord. Qui vous a inspiré, vous? Qui m'a inspiré. J'ai la chance d'en présider le conseil d'administration depuis quelques années. Et c'est un vrai lieu inspirant. À cause des bâtiments, de l'ambiance, des cloîtres? Oui, c'est ça. On y a refait beaucoup. Ce qu'il faut voir, c'est qu'en fait, c'est un lieu qui avait été complètement détruit suite à la retraite par les armées du général Patton qui poursuivait les Allemands à la fin de la Deuxième Guerre mondiale et qui avait lancé ses obus un peu partout. Donc tout avait été complètement détruit. Ça a été reconstruit par la volonté d'une association, la ville qui a beaucoup investi, la région qui a beaucoup investi, Aix-Lorraine, aujourd'hui Grand Est. Oui, je crois que c'est un endroit, quand on vous y êtes passé une fois, eh bien vous vous en souvenez longtemps. Oui, on sent qu'en tout cas c'est quelque chose qui vous tient à cœur. Beaucoup, ainsi qu'à Henri Lemoine. Oui. Donc vous êtes imprégné. Est-ce qu'on peut dire que le Grand Est c'est le domaine du Père Noël et où est-ce qu'on peut le voir? Partout? Alors on peut voir Saint-Nicolas. Oui. Et on va le voir bientôt parce que c'est le 6 décembre, à Saint-Nicolas. Oui, et à Paris? Et alors à Paris, vous pouvez le retrouver rue des Martyrs et également à Montmartre, puisqu'en fait il y a des Lorrains qui sont expatriés, des Alsaciens aussi, puisqu'en Alsace on fête aussi évidemment Saint-Nicolas. Et vous retrouvez ça avec des ambiances qui sont organisées, des commerçants qui organisent des petits défilés de la Saint-Nicolas. Mais il sera à Paris le 9 décembre. Voilà, tout à fait, à Paris. Ça, c'est la fête... En fait, c'est organisé à ce niveau-là. Et puis, vous avez Saint-Nicolas, après le Père Noël, dans tous les marchés de Noël. De toute façon. Vous avez alors des lutins
et des auxiliaires du Père Noël. Ah voilà. Et ça, quelle est la différence entre le lutin et l'auxiliaire du Père Noël? Ça. Vous pouvez lui glisser un petit mot pour le Père Noël. Oui, et là il comprend, alors que le lutin il comprend rien. Je ne sais pas, mais vous pouvez glisser un petit mot. D'accord. Henri Lemoine, président de l'Agence régionale du tourisme, cette émission va bientôt toucher à sa fin. Est-ce que vous pouvez nous conseiller, allez, on va dire, les incontournables, les choses à ne pas manquer, les que voir, que faire dans le Grand Est? Vous avez 1 minute. Et après, ce sera à vous, Valérie. Faire le tour des maisons de champagne. Tour des maisons de champagne. En numéro 1, les crayères. D'accord. Les crayères. Faire également la tournée des bonnes caves d'Alsace. Oui. Ça tourne un petit peu autour du même thème, hein, Henri, là. Les crayères, les cuvées de champagne, les bonnes caves. On revient à cela. Oui. Et puis, il y a également le tourisme avec la place Stanislas. On n'en a pas encore parlé, mais c'est vrai que la place Stanislas, c'est un joyau de plus belle place de France. Ah oui, c'est la plus belle place de France. Comme la gare de Metz, c'est la plus belle gare de France. Donc on a un joyau architectural qui est quand même assez remarquable dans le Grand Est. C'est vrai. Faites-nous rêver, Valérie. Qu'est-ce que vous diriez pour les gens qui ne connaissent pas encore la place Stanislas? Qu'est-ce qu'elle a de remarquable? La place Stanislas, c'est une place 18e. En fait, c'est notre place des Vosges à nous. C'est ça. Donc, c'est une place minérale qui est parfaitement organisée, avec en son centre le roi de Pologne, duc de Lorraine, Stanislas Janicki. Et en fait, c'est une réussite architecturale absolument majeure parce qu'en fait, rien n'est haut. Vous êtes proche de tout, mais elle est faite en élévation, donc c'est-à-dire que Stanislas est un peu élevé, donc ça vous permet en fait d'avoir une perspective. Elle est dans de très belles proportions. On n'a pas l'impression de paumer au milieu d'un truc. Exactement. Toutes les grilles de Jean Lamour sont en fer forgé doré à leur fin. Il y a 2 magnifiques fontaines également qui marquent les 2 ensembles, qui sont rehaussées de fleurs de lys, parce qu'en fait, quand elle a été construite, la Lorraine était indépendante et le duché avait été donné à Stanislas en viager jusqu'à son décès pour revenir au royaume de France. Et donc, en fait, la place a été construite pour préparer aussi les Lorrains à ce rattachement. Donc, c'est pour ça qu'il y a des fleurs de lys un petit peu partout. Et on y mange bien ? Eh bien, écoutez, se poser place Stanislas avec une petite part de tarte au Mirabelle et puis, allez, soyons chauvins, une coupe de champagne. Oui, au hasard, hein, vraiment. Vraiment au grand hasard. Oui. Moi, je pense qu'on vit bien. On n'est pas loin du bonheur. On vit bien. Et votre conseil, vous, Valérie Debord, pour ces fêtes de Noël ? Ce serait quoi? C'est d'abord aller à Metz, voter pour Metz. Alors, votez pour Metz. Oui, Metz. Voilà. J'ai dit Metz? Oui, votez pour Metz et allez à Rigvir, Ribeauvillé, Kaysersberg. Ah, c'est où ça, Kaysersberg? Alors, c'est en Alsace. Ouais. C'est des petits villages alsaciens qui sont des villages viticoles, qui sont absolument somptueux. Là, vous avez des petits villages, des petits marchés de Noël, petits par la taille, mais grands par le cœur, qui sont vraiment sur des productions locales, des travaux locaux. Et vous allez retrouver des producteurs aussi gastronomiques, vous allez acheter du foie gras, des choses hyper sympathiques, et vous allez passer un très 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 bon moment. C'est vrai. Est-ce qu'on peut dire aussi que c'est une région qui vit au printemps, qui vit l'été, qui vit l'automne, qui vit l'hiver, qui vit tout le temps, en fait, qui est attractive à tout moment de l'année? C'est une vraie région où il fait bon vivre. Venez chez nous. En permanence. Merci d'avoir participé à cette émission. Henri Lemoine, président de l'Agence régionale de tourisme, merci beaucoup. Valérie Debord, première vice-présidente de la région Grand Est, merci. Alexandra Dumont, merci également. On se retrouve la semaine prochaine à 17h. Salut dans La France à découvrir pour découvrir d'autres magnifiques territoires. Mais là, est-ce qu'on va y arriver? Est-ce que la barre est placée très très haut avec le Grand Est? Bonne soirée. Sud Radio, La France à découvrir, Christophe Gicquel. Avec la région Grand Est, il y a tant de magie à vivre dans le Grand Est.